Bonjour à toutes et à tous, et avant tout, tous nos voeux de la part de toute l'équipe Mackenzie pour cette nouvelle année. Et surtout, bienvenue à ce quatrième webinaire organisé par l'Institut. Vous êtes chaque fois plus nombreux depuis, on en est au quatrième, donc, et plus de 600 inscrits aujourd'hui, et dont nous vous remercions bien sûr infiniment. On est ravis de vous accueillir pour parler de l'évaluation des douleurs d'épaule et quels sont les indices pour identifier une participation cervicale. Pour l'occasion, c'est Patrice Boudot, notre formateur senior, qui vous accueille aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle donc que ce webinaire fait partie de nos actions pour partager des connaissances et vous aider à approfondir vos compétences. Et vous pouvez poser vos questions directement dans la rubrique questions-réponses de ce webinaire. On y répondra à la fin s'il nous reste du temps, mais surtout continuez à poser vos questions. On laissera le webinaire ouvert pour que vous puissiez continuer d'écrire vos questions et on y répondra à la fin du PDF qu'on vous fera parvenir avec le replay de la vidéo. Voilà, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous souhaite une excellente session et je laisse maintenant la parole à Patrice. Merci Val. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Patrice Boudot, je suis kinésithérapeute libéral dans le Grand Est, dans l'agglomération de Nancy, et je suis donc enseignant de la méthode Mackenzie. Alors, je profite de cette prise de parole pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année. Alors, le sujet du jour, donc c'est surtout la pertinence de la participation cervicale dans les douleurs d'épaule. Voilà, on a un patient qui arrive avec un problème d'épaule et on se demande s'il est utile ou s'il est nécessaire d'aller regarder sa colonne cervicale. Alors, quels indices peuvent nous aider à décider s'il faut vraiment ne pas faire l'impasse sur le coup? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors, vous avez un patient qui arrive pour un problème d'épaule, il ne parle que de son épaule. En plus, il a une prescription pour l'épaule. Alors, à ce moment-là, il est important de ne pas se laisser impressionner. Idéalement, il faudrait toujours exclure la colonne cervicale en premier. Car on sait que la prévalence d'une potentielle origine cervicale est assez élevée sur les problématiques d'épaule. On va en reparler un petit peu plus tard dans la présentation. En fait, il faut penser classification de la pathologie du patient. Et pour pouvoir classifier votre patient et lui proposer le meilleur traitement, il faut déjà bien sûr s'assurer de l'origine du problème. Alors pour ça, en MDT, on a un outil qui est très utile pour les extrémités. C'est un algorithme qu'on appelle le modèle LCDF. C'est un modèle d'évaluation. L'idée, c'est ici d'arriver au diagnostic, mais étape par étape. La première question qu'on se pose est d'où vient la douleur? Est-ce que c'est l'articulation périphérique? Est-ce qu'il y a une participation de la colonne? Est-ce que c'est la colonne? Et tant qu'on n'a pas la réponse, on ne va pas aller plus loin. Une fois qu'on est certain d'avoir éliminé la colonne, et tout à l'heure on va revoir ensemble les grandes lignes de comment s'y prendre, on se pose la question de la classification et seulement ensuite la question du traitement. Dans quelle direction je vais faire bouger mon patient? Et enfin, donc avec quelle force? Donc ça marche dans ce sens-là. Alors, on utilise aussi ce modèle, cet algorithme, pour réévaluer les patients, en faisant l'opération dans le sens inverse, si vous voulez, les opérations dans le sens inverse. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cette partie-là. Encore une fois, le but de la présentation, c'est de s'intéresser à la première étape, donc le L, la localisation, donc l'origine du problème. Alors pour ça, on va choisir un formulaire membre supérieur, Mackenzie, mais tout en gardant dans l'esprit qu'il faut raisonner en termes d'exclusion donc de la colonne cervicale. Ça va être notre fil rouge. Alors rapidement, lorsqu'on va documenter notre formulaire, on va arriver sur la documentation du diagramme corporel. C'est une étape importante qui va nous donner des indices. Et là, ce qui est important, c'est surtout de bien interroger le patient. Est-ce que la douleur est juste centrée sur l'épaule ou est-ce qu'elle est un petit peu plus diffuse? Donc on part à la recherche de signes qui pourraient nous faire penser qu'il peut y avoir une participation cervicale, tout simplement. Est-ce qu'on a des symptômes distaux? Là aussi, bien interroger le patient. Souvent, les patients ne sont pas des bons historiens, ils oublient de nous décrire les symptômes qu'ils ont eu la veille ou quelques jours avant, etc. Donc on documente tous les symptômes. Les plus distaux, bien sûr, peuvent nous faire penser à une participation cervicale, notamment s'il s'agit, vous l'imaginez, de paresthésie dans la main, l'avant-bras, etc. De la même manière, est-ce qu'on a des symptômes sur le cou, pas seulement sur l'épaule? Et éventuellement, même ça pourrait être une présence de céphalée, là aussi, qui pourrait nous orienter, bien sûr, sur un problème typiquement cervical. Alors, je vais vous passer à la suite quelques images comme ça de présentations classiques qu'on pourrait rencontrer quand on évalue des patients pour des problèmes d'épaule et qui font, pour les premières, vraiment penser à un problème cervical. Vous voyez ce type de description de symptômes avec des symptômes qui sont vraiment plus sur le trapèze, donc au-dessus de la chromoclaviculaire,
On a coutume donc de prendre la chromoclaviculaire comme limite, je dirais, un petit peu supérieure ou inférieure, quand les symptômes sont au-dessus de la chromoclaviculaire. Bon, c'est quand même un indice souvent assez fort pour nous dire il faut peut-être aller faire un petit tour du côté des cervicales pour voir ce qui se passe. Je pense que c'est encore plus vrai sur une image comme ça. Oui, en interrogeant le patient, on se rend compte que il a aussi des symptômes de l'autre côté, beaucoup plus faibles, peut-être plus rares, etc. Donc pas que du côté pour lequel il vient. Donc là, évidemment, c'est un indice fort aussi en faveur de la colonne cervicale. Celui-ci, vous voyez, où l'essentiel des symptômes se situe sur l'omoplate. L'omoplate, c'est une zone de projection classique des douleurs d'origine cervicale. D'ailleurs, on a coutume de dire que l'omoplate, c'est la fesse du membre supérieur, au même titre qu'on a des projections souvent dans la fesse de douleurs d'origine lombaire. On peut avoir des douleurs dans l'omoplate projetées en provenance de la colonne cervicale. Un dernier exemple ici, vous voyez, avec une topographie, certes, qui est bien sur l'épaule, sur les douleurs principales, vous voyez, deltoïde, etc., le dessus de l'épaule, mais également, de temps en temps, des symptômes dans l'avant-bras. Donc, si en plus ce trajet au niveau de l'avant-bras est un trajet que le patient peut montrer avec un doigt, avec un trajet qui est assez fin, on peut penser bien sûr à un problème radiculaire. La dernière photo, c'est voilà, je dirais, le cas d'école, la topographie scapulaire typique avec une douleur qui est bien focalisée sur le deltoïde, sur le dessus de l'épaule, là, sous la chromio-claviculaire, encore une fois. Voilà, donc ça c'est des indices, et encore une fois, il faut que ça reste aussi des indices. Certes, pour certains d'une bonne probabilité, mais il ne faut pas non plus prendre tous ces éléments comme une vérité absolue ou scientifique. Il faut que ça reste des indices corroborés par d'autres indices qu'on essaiera de mettre en évidence à la suite de l'examen. Alors j'en viens à mon formulaire d'examen. On a parlé de la topographie des symptômes. On va s'intéresser également à la typologie, notamment s'il peut y avoir des signes de douleur neuropathique, paresthésie, sensation de froid douloureux, brûlure, décharge électrique, voilà, des choses que vous connaissez. Là aussi, ça fait bien sûr penser à un problème cervical. On s'intéresse au comportement des symptômes. Alors sur ces points-là, en ce qui concerne notamment l'intensité et la fréquence, c'est des éléments qui sont assez peu discriminants pour faire une différenciation entre le cou et l'épaule. Ceux-là ne vont pas beaucoup nous aider dans la différenciation. Par contre, on va interroger le patient sur la manière dont les symptômes sont le mieux reproduits. Est-ce que c'est plutôt par des activités, ces activités donc, qui emmènent le membre supérieur ou l'épaule? On pensera peut-être bien sûr plus à une source scapulaire. Si par contre les symptômes sont plutôt reproduits sur le facteur temps, sur les postures, sur la durée, là c'est un indice qui va venir plus en faveur de la colonne. Voyez. Et enfin, une dernière question à ne pas oublier, c'est où étaient situés les symptômes initiaux. Encore une fois, les patients ne vont pas toujours nous raconter toute l'histoire, c'est à nous d'aller chercher les petits détails. Évidemment, un patient qui aurait eu au départ, avant d'avoir mal à l'épaule, même si c'était de façon assez brève, assez fugace, des symptômes au niveau du cou, bon, là, ça va nous imposer d'aller voir la colonne. Voilà, alors j'ai documenté sur cette photo un tableau donc, pour reprendre les différents indices qu'on pourra avoir sur la suite donc, de notre entretien d'amnèse. Alors, ce qui peut faire penser cervical, par exemple, c'est l'absence de facteurs déclenchants au niveau du membre supérieur. À l'inverse, ce qui fera plus scapulaire, c'est, on vient de le citer, mais c'est juste pour le reprendre aussi sur forme de tableau, donc l'utilisation du membre supérieur qui va augmenter les symptômes. En termes d'antécédents, d'un côté, les antécédents plutôt cervicaux feront penser cervical, les antécédents plutôt épaules, notamment type trauma, feront penser à une source plus scapulaire. La question sur la toux, l'éternuement, qui augmente les symptômes. En fait, le mécanisme, lorsque l'on tousse et que l'on éternue, on augmente la pression au niveau du liquide céphalorachidien. Donc, s'il y a une incrimination de la colonne, ça peut induire une augmentation de la pression, donc une augmentation des douleurs avec une projection douloureuse voilà, sur le cou, sur l'épaule, etc. Donc, ça peut signer la présence d'un problème cervical. Voilà. En termes de problème local au niveau de l'épaule, bien sûr, si vous avez des bruits dans l'épaule, à l'examen, ressaut, craquement, etc., bah, ça sonnera plus épaule. Une question intéressante également, c'est celle donc, de l'installation pour le couchage, pour dormir. Demandez au patient s'il a dû modifier son oreiller pour dormir. Voilà. Souvent, c'est un petit signe comme ça qui, en rien, nous dit bah, tiens, il y a peut-être un petit truc qui s'est passé au niveau du cou, c'est plus comme avant. À l'inverse, le patient qui dit que c'est surtout se coucher sur l'épaule douloureuse qui est difficile, bon, ça peut être un signe qui appelle plus l'épaule, bien sûr. Au passage, n'oublie pas aussi de bien regarder l'épaule à la recherche d'éventuels signes cardinaux.
rougeur, chaleur, œdème, ce genre de choses, bien sûr. Voilà. Alors, on va passer à la partie examen physique du patient. Donc, on va reprendre un petit peu les différentes rubriques. Alors, une première chose quand on pense à l'examen physique d'une épaule, c'est qu'on se dit, on a à notre disposition des tests qui sont bien sympas. C'est les tests orthopédiques spéciaux ou spécifiques, c'est la même chose. Donc, on a à notre disposition, là, on existe plein, hein. Au niveau de l'épaule, voilà, que ce soit Neer, Hawkins, Job, O'Brien, bon, je pourrais en citer des dizaines comme ça. Il en existe beaucoup. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Jusqu'où on peut leur faire confiance à ces tests-là pour donc préciser notre diagnostic mécanique? Le problème, en fait, c'est que beaucoup de tests orthopédiques spéciaux ont une fiabilité qui est insuffisante. On a un problème de reproductibilité du test, que ce soit en intra ou en interexaminateur. Ils ont également une validité qui est assez douteuse. Ils ne permettent pas de déterminer quelle structure est en cause avec assez de précision. Si on prend juste l'exemple du test Job, il y a des mauvaises langues qui disent que lorsqu'on fait ce test-là, on teste jusqu'à 9 tendons en même temps. Donc, vous voyez, en termes de précision, c'est quand même pas terrible. En fait, le test idéal serait un test où chaque fois que ce test est négatif, le patient n'a pas le problème, et chaque fois que le test est positif, le patient a bien le problème. Mais le problème, c'est que ça, dans la pratique, ça n'existe quasiment pas. On devrait idéalement utiliser des tests en début d'évaluation qui permettent d'exclure un problème, et idéalement des tests en fin d'évaluation qui permettent d'inclure un problème. Donc, très peu de tests ont la capacité à la fois inclure et exclure un diagnostic. Donc le souci, c'est qu'on ne peut pas les utiliser comme on veut, comme ça, à n'importe quel moment donc, de l'examen physique. En termes d'autonomie, c'est l'autre point, on estime qu'il y a seulement au grand maximum 4% des tests qui sont autonomes, donc qui permettent à eux seuls de poser un diagnostic. Donc vous voyez, comme on le disait, c'est quand même très très peu, et encore 4%, je pense que le chiffre est un petit peu optimiste. Voilà. Donc en ce qui concerne l'épaule, il n'y a pas de test qui permet à lui seul de poser le diagnostic. On a une bonne revue de littérature sur ce sujet, c'est celle de Stephen May. Vous voyez, le titre, je pense, est assez évocateur en ce qui concerne donc, la fiabilité sur les tests d'épaule. Alors du coup, ce qu'on propose, ce qu'on suggère en MDT, c'est de plutôt utiliser ces tests comme marqueurs durant l'examen physique. Donc plutôt comme des éléments de comparaison pour évaluer la pertinence des tests que vous allez faire après avec les mouvements répétés, etc. Votre protocole d'évaluation McKenzie habituel. Alors j'ai repris là aussi sous forme de tableau les différents items qu'on va retrouver lors de l'examen physique, donc on va investiguer. Alors le premier, ça concerne la posture. Alors ce qui peut faire penser plutôt au cervical, c'est la modification de la posture assise qui influence les symptômes. À l'inverse, si la modification de la posture assise n'a aucun effet sur les douleurs d'épaule du sujet, alors ça ne veut pas dire que ça élimine la colonne cervicale, mais en tout cas, ce n'est pas un indice fort en faveur de la colonne cervicale. Donc ça peut être peut-être plus un problème cervical. Évidemment, la présence de signes neuraux au niveau du membre sup nous impose d'aller tester les cervicales. L'autre gros morceau, c'est la recherche des pertes d'amplitude. Et là, même remarque, si vous avez des pertes d'amplitude cervicale que vous pouvez documenter, ça vous oblige à vraiment aller tester vos cervicales avec les mouvements répétés. En ce qui concerne les pertes d'amplitude d'épaule, alors, on a l'habitude de dire que la perte de rotation interne est assez pathognomonique d'un problème d'épaule, certes. Maintenant, il faut voir à quel niveau se situe la perte. Si on a des pertes d'amplitude uniquement en fin d'amplitude, il est probable que ce soit lié à un problème cervical. Un dérangement cervical, classiquement, peut donner des pertes sur les fins d'amplitude au niveau de l'épaule. Donc là aussi, il ne faut pas se laisser piéger. Si vous avez des pertes franches au milieu d'amplitude, peut-être qu'on a un vrai problème d'épaule. Si c'est uniquement sur la fin d'amplitude, en fait, c'est peut-être juste un problème de dérangement cervical. Donc enfin, est-ce que les mouvements du cou vont influencer les symptômes? Encore une fois, c'est à nous d'en faire la preuve, de le montrer. Ou est-ce que c'est plutôt les mouvements d'épaule du membre supérieur qui vont influencer les symptômes? Donc la suite de l'examen, bien sûr, une fois qu'on aura rassemblé un maximum d'indices, on va prendre des marqueurs, et le test phare, c'est le test des mouvements répétés pour éclairer votre diagnostic mécanique. Et enfin, savoir donc sur quelle partie du corps il va falloir s'orienter pour commencer le traitement. Est-ce qu'il faut traiter le cou en premier, ou on peut laisser le cou de côté et traiter directement l'épaule? Alors, le processus est le suivant. Voilà comment on va procéder. Au départ, on va prendre donc des marqueurs sur l'épaule du sujet. Donc ça peut être des marqueurs symptomatiques, mécaniques et ou fonctionnels. Donc des mouvements qui reproduisent la douleur du patient,
Là, on pourrait s'inspirer, par exemple, justement des tests orthopédiques spéciaux dont on parlait tout à l'heure, en guise de marqueur. Et alors, sur le nombre, c'est une question qu'on pose souvent, quel est le nombre idéal? Alors, 2, c'est peu. Au-delà de 4, ça commence à être beaucoup. Si vous prenez plus de 4 marqueurs, le problème, c'est que chaque fois, vous allez les retester. Donc, à chaque fois, vous risquez de fatiguer votre patient, donc vous risquez de troubler aussi le message des réponses symptomatiques que vous recherchez. Donc, la validité de vos propres marqueurs. C'est le problème de tous les clusters. Plus on a d'items, plus on trouble le message. Donc, le chiffre idéal, c'est 3 marqueurs, 3, 4 maximum. Et franchement, c'est très bien. Donc, vous prenez vos marqueurs. Ensuite, vous allez donc explorer votre colonne. Donc, explorer la colonne, ça veut dire faire des mouvements répétés sur votre colonne. On va commencer par le plan sagittal, comme on le fait souvent donc, dans l'approche NDT. Donc, vous faites une série de mouvements de flexion, par exemple au niveau du cou, et vous retestez vos marqueurs d'épaule. Vous voyez si ça change. Si ça ne change pas, vous allez ensuite faire une série de mouvements d'extension cervicale, rétraction, extension ou extension, et vous voyez à nouveau si les marqueurs changent. Alors, le conseil, ne vous limitez pas au plan sagittal. Si vous n'avez pas de réponse avec le plan sagittal, n'abandonnez pas aussi vite. Allez tester le latéral. On a un problème d'épaule, c'est un problème latéral, qui peut être vraiment très latéralisé au niveau des effets que ça peut avoir, si vous voulez. Donc, il ne faut pas non plus faire l'impasse sur la composante latérale. Donc là, moi, je vous conseille d'aller aussi faire des mouvements latéraux, rotation, inclinaison répétée, pour voir si vous obtenez un changement de vos marqueurs. Donc, à chaque série de mouvements de la colonne que vous allez faire, vous allez retester les marqueurs de l'épaule pour voir s'il y a un changement qui a été apporté ou pas. Donc, pour savoir s'il faut traiter l'épaule d'abord, ou si vraiment il faut commencer pendant quelques séances à traiter les cervicales. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi de cette étude, qui est une étude prospective multicentrique qui a été menée sur environ 370 sujets en 2019, qui venaient consulter pour des problèmes des extrémités. Donc là, on n'est pas seulement sur l'épaule, on est sur les extrémités en général. Le but de cette étude, c'était de déterminer la prévalence de l'implication de la colonne dans les douleurs des membres. Les patients étaient évalués avec le processus NDT de différenciation tel qu'on le connaît, puis traités. Donc en fonction des résultats du bilan, la colonne était traitée ou pas, si vous voulez, ou directement l'articulation périphérique. Alors, au passage, en termes d'inclusion dans l'étude, il n'était pas inclus dans l'étude tous les sujets qui pensaient que ça pouvait venir de leur colonne. Alors les résultats sont assez édifiants, puisqu'on parle en moyenne de près de 44% de patients chez qui il faudrait traiter la colonne en premier. Et pour l'épaule en particulier, on était à 47%. Alors, ces chiffres-là ont été un petit peu contestés. C'est une étude qui a fait un petit peu controverse. Moi, je voulais surtout en fait en parler pour ramener un petit peu d'eau à mon moulin sur quelques recettes qui pourraient faire qu'on pourrait justement passer à côté de la colonne, parce qu'ils en parlent justement dans cette étude. Vous voyez, notamment sur ce point-là, le patient qui est convaincu que le problème est purement périphérique. Et on s'est souvent influencé, encore une fois, au cabinet, par un patient qui pense que la colonne n'a rien à voir dans son problème. Alors, dans l'étude, autre point aussi qui était à noter, ils ont eu de meilleurs résultats chez les patients où la colonne était causale, et donc traitée en premier lieu. Et on avait une prévalence plus forte justement pour l'épaule, le coude et la hanche, un petit peu moins forte pour le genou. Alors, il ne s'arrête pas là, il donne aussi d'autres petites recettes qui pourraient nous faire louper la colonne. Une douleur périphérique initiale ou seule, une limitation fonctionnelle périphérique dont ce que le patient décrit donc, dans son quotidien. Encore une fois, les tests spéciaux des extrémités qui sont positifs. Une perte d'amplitude périphérique uniquement, oui, et donc l'absence de perte d'amplitude rachidienne ou minimale. Alors, ce dernier point également pourrait être discuté. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir au moins un petit peu de perte d'amplitude sur la colonne pour la suspecter? L'étude suggère que même en l'absence de perte d'amplitude cervicale, il faudrait tester la colonne avec les mouvements répétés avant de conclure trop rapidement qu'elle n'est pas responsable. Bon, moi dans ma pratique, personnellement, s'il n'y a pas au moins un petit peu de perte d'amplitude cervicale, il faut quand même qu'il y ait de solides indices à côté, parmi tous ceux qu'on vient de voir, pour que je passe vraiment du temps à explorer de façon exhaustive la colonne cervicale. Je regarde l'heure, oui c'est bien, il va nous rester quelques minutes, c'est ce qui était convenu pour des questions. Je vous ai redonné ici les références, bon il y en a peu, mais bon, vous aurez compris que c'était une présentation qui était délibérément plus pratique que scientifique, parce qu'on a parlé beaucoup d'indices et de cabinets. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, et puis je pense qu'on aura le temps de prendre quelques questions. Je te repasse la main, Val. Oui,
oui, Patrice, oui. On en a une de Victor qui demande si les symptômes à la toux peuvent venir d'un syndrome du défilé. Alors ça, c'est une bonne question. Euh, Alors j'ai envie de dire pourquoi pas. En l'absence de, j'ai pas de preuves. Enfin personnellement, à ma connaissance, j'ai pas de preuves qui vient contre ça. Dans la mesure où là aussi on augmente la pression sur les différents défilés canaux, comme dans le défilé thoracique, on pourrait imaginer que ça puisse aussi là exacerber les symptômes sur un cas comme ça. Ouais, ça me paraît plausible, hein. Ça serait une question à creuser dans la littérature, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, oui. Ouais. Mm. OK. Et non, pour le moment, non, pas d'autres questions. Maintenant, peut-être qu'en effet, comme je vous le disais, on va laisser le webinaire ouvert un petit quart d'heure de plus, juste pour vous permettre et vous donner le temps d'écrire les questions dans lesquelles on répondra, comme je vous le disais, à la fin du PDF qu'on va vous faire parvenir, de la présentation de Patrice, et ainsi que la vidéo de replay. Voilà, Mhm. on a encore un petit peu de temps si vous avez des questions. Et sinon, juste pour vous annoncer que notre prochain webinaire sera le 4 février avec Frédéric Steimer, notre formateur, et ça traitera des drapeaux rouges et la première intention. On n'a pas encore l'heure, mais ce sera aussi, voilà, dans ces eaux-là, bien sûr, à l'heure du déjeuner. On vous fera parvenir tout ça, l'invitation, en même temps que le replay. Voilà, vous remercier de nous avoir suivis. Vous dire à très bientôt sur les prochains webinaires. Et n'hésitez pas peut-être même à aller sur nos réseaux sociaux, le site, et à nous communiquer éventuellement, pourquoi pas, les thèmes que vous voudriez voir abordés, Mhm. qui pourraient être le sujet d'autres webinaires. Qu'est-ce que t'en penses, Patrice? Ouais, c'est une bonne idée, Hein? hein. Voilà, si On est finalement, ouvert à toute suggestion. On a essayé d'avoir un panel de sujets qui est le plus oui, varié possible, puisqu'on va répéter aussi ces webinaires-là, je pense, pendant un moment. oui, Donc maintenant, si vous avez des demandes spéciales, ça sera avec plaisir, bien sûr, ouais. On peut s'atteler à ça et essayer de bosser un petit peu sur les sujets, exactement. vous faire enfin, des présentations, ouais, tout à Voilà. fait. Et n'hésitez pas, pareil, à transférer les mails d'invitation à, voilà, à des collègues, des gens qui peuvent être intéressés. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Voilà. Un grand merci à tous. À Merci à très, très tous. bientôt. Merci, Patrice. À bientôt. Merci à vous Ciao. tous. Bonne journée. Au revoir. Bye.